Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. War. Bonjour, l'édition du 6 août 2022 du podcast de lutte Entre deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte, moi-même TJ Holiday. Semaine de lutte moderne. C'est vrai, lutte moderne. Bonjour camarades. Bonjour camarades. Et là, ça brasse dans la lutte, puis j'aime ça pas à peu près. Partout, hein? C'est ça quand ça brasse, toi, hein? AEW, WWE, même Impact donne pas sa place, Ring of Honor évidemment, lutte québécoise, tout le monde y passe, ça n'a pas d'allure. Tout le monde passe, il passe, comme tu as dit, puis aujourd'hui, dans deux choses de métal, on va parler de tout ça, évidemment. Il y a beaucoup d'affaires à parler, évidemment, dans le match de Ric Flair, aussi de SummerSlam 22, puis même, on a même pas un segment, mais on va parler de nos matchs préférés de l'histoire de SummerSlam au complet. On a ça, puis je ne l'ai pas dit, là, mais tu as un petit quiz qui t'attend après. Parfait. Puis, ceux qui nous écoutent en vidéo et sur YouTube, vous pouvez voir que je porte fièrement le bandeau de The Elite. On s'en reparle un peu plus tard. Mais sinon, si vous voulez nous écouter en audio, c'est faisable sur Apple Podcasts, Balado Québec, Spotify, en vidéo sur YouTube, aussi sur les sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Puis je ne vous parlerai pas de Twitch parce que pour l'instant, c'est mort. Là, ça s'en vient. Mais partout, à travers le monde. C'est ceux qui comprennent notre langue, en tout cas. Fait que ça a beaucoup d'options, dans le fond. Exact. Apprenez le français, c'est pas de notre faute, c'est pas grave. Ouais. Mais évidemment, aussi, on parle de belles affaires où on est disponible, mais évidemment, donc, sont disponibles, c'est le Live Wrestling Auctions aussi. Oui. Avec évidemment la session de dédicace qui s'en vient au mois de septembre, le 18 dimanche pour être plus précis. À l'entour de midi, c'est pas la date, c'est pas l'heure officielle encore, mais ça va être à l'entour de ça. Avec évidemment Billy D, évidemment le Max Superstar et Axe Demolition, entre autres. Oh yes. On voit ici à l'écran sur YouTube une photo signée pour 40$, 2 pour 60$, puis il y a des belles options là-dedans, là, même un dessin fait par, je pense, c'est qui a fait ça? C'est pas Chacal qui a fait ce dessin-là? Ça doit être Chacal, il fait bien. C'est un dessinateur, c'est un graphisme en fait. Je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui. Ouais, fait qu'il y a ça, fait que allez voir ça, puis évidemment, la LW aussi, il y a une grosse claim sale qui s'en vient aussi le 7. Oh, excuse-moi, vas-y. Oui, voilà, merci. Ça fait longtemps que tu pas dit derrière la console. Oui. Et le dimanche 7 août, à 7h, ça va bien. Une grosse claim sale, Big Bad Hot. C'est mon surnom, ça, Big Bad Hot, TJ Holiday. Mais non, sans faire le joke, une auction, juste claim sales. Un claim sales, c'est quoi, Marco? Un claim sale, c'est que dans le fond, aussitôt qu'il met un produit en vente, ben, le premier qui réclame, c'est à lui. Il n'y a pas de bid dessus. Oui. Tito Santana Cup, on va commencer ça à 10$, guys. OK, claim Tito. C'est à moi. Parfait. Marquez ça, Marco Tito. Merci beaucoup. Puis aussi, vous avez des privilèges si vous êtes des membres, des auditeurs dans Deux chaises de métal qui vont avec cet événement-là, TJ. Oui, avec chaque nouveau membre de la LWA qui mentionne dans le chaise de métal, évidemment, étant fan de notre podcast aussi. Bon, le premier achat, soit dans l'encan, on vient de parler le 7 août, ou bien dans les prochains encans qui s'en viennent, ou à la dédicace de Demolition Axe. Juste dire ça, vous avez un beau cadeau en plus de ce que vous avez acheté. Fait que c'est toujours le fun des beaux cadeaux dans la vie. Plus, parce qu'évidemment, tout coûte cher à cette heure, fait que de quoi de gratuit, c'est tout le temps le fun.
Ben, en fait, ils ont 2 cadeaux. Ils ont le cadeau de LWA, puis ils ont aussi notre cadeau à nous autres, ben, c'est de nous rencontrer là-bas. C'est On va vrai. être là. Nous serrer la pince, comme tu aimes dire ça souvent. Ouais, j'adore dire ça. Serre la pince! Exactement. Fait que manquez pas ça, LWA. Fait que il est bien du fun avec ça. Puis encourager nos chums Firestorm et Joe McCarthy, qui est nouvellement papa. C'est arrivé, là? Non, mais je prends un bon guest. Je pense pas que c'est arrivé. Ça fait pas trop longtemps qu'on dit sur le podcast. Faudrait que je parle. Donné, ce serait le fun qu'on. Ouais, c'est ça. On va lui demander. Ouais. Oui. On va parler en mars aujourd'hui. Fait qu'on est prêt tout de suite avec ça, Marco? Oui, ben on va y aller avec le pay-per-view, on pourrait dire spécial, hommage, Ouais. un feel good, tu sais. Ric Flair last match. Tu sais, moi, j'étais pas pauvre vraiment parce que, tu sais, 73 ans, sa santé était pas bonne. Le gars, il a un peacemaker. Mais, par contre, c'est sa vie, parce qu'il veut. Le gars, il a toujours, tu sais, il mange lutte, il dort lutte, il saigne lutte. C'était vraiment. Je trouve que ça a été bien fait. Je parle de l'événement aussi. C'est l'événement qui a été conçu par Conrad, le podcaster. Le Podfather. Le Podfather, je me trompe tout le temps. Ça n'a pas de sens. Le Podfather. Conrad, que j'aime bien. Conrad, il fait un excellent job avec. Je ne sais pas comment il fait pour dormir, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais non, c'est ça, tu sais, le vieux setup de Jim Crockett Promotion avec les vieux animateurs, plusieurs légendes qui se sont joints à ça durant l'événement, aux commentateurs et dans la foule. Fait que c'était vraiment cool. Je trouve que ben là, tu vas parler de la carte, là, puis on va revenir on va parler en détail un peu plus du dernier match parce que c'est le match qui nous intéressait. C'était pour ça que l'événement a été fait, donc c'est ça. Fait qu'on est prêt tout de suite avec. Il y avait deux combats dans la sous-carte, si on veut, le plus for all, plus chaud. Et un match que j'ai manqué malheureusement, mais qui n'a pas été long en voyant la fiche sur Wikipédia. Ren Narita a battu Yuyu Uemura par pinfall. Après ça, on a eu la Bunkhouse Battle Royale, un concept vraiment vieux du temps de la Jim Crockett Promotion, là, avec beaucoup de. Ben, en fond, c'est l'île de Dusty Rhodes, je pense, pas mal qu'il avait dit. Puis pour faire une petite touche spéciale à Battle Royale qu'on avait vu beaucoup de fois avant. Puis à la fin, ben, il y avait beaucoup de monde là-dessus. Il y avait une invasion de la GCW, la Game Changer Wrestling, avec entre autres Joey Janela qui était là avec d'autres gars de cette fédération-là. Et le gagnant du combat était Mance Warner qui a battu, enfin, Bob Ray, je suis habitué. Bully Ray en finale pour l'éliminer 11 minutes 10 pour gagner la Bunkhouse Battle Royale. Après ça, on a eu pour. Oui, tu voulais dire quelque chose? Ben, je voulais dire l'excellent Bully Ray avec le Busted Open podcast. Je l'adore, mon Bully. Oh, ouais, je sais que tu l'aimes, toi. Il en faut bien un. Hey, puis juste une mini parenthèse vite. Ouais. Tu parlais de Joey Janela, mais Joey Janela est à Montréal ce soir pour le show de la IWS avec, entre autres, Ruby Soho, 2.0 et toutes les grosses vedettes québécoises et le dernier match de Manny avec Green Phantom contre TDT. Donc, si vous n'avez rien à faire ce soir, puis même si vous avez quelque chose à faire, torsez-le de votre agenda, puis allez voir ce show-là qui est à l'Olympia de Montréal. Il reste des billets, apparemment, il va y avoir du monde, pas à peu près. Que vous voulez faire, faites-le le lendemain, c'est ça. Exactement. Pour commencer la main card, on a un combat par équipe avec les Motor City Machine Guns, évidemment l'équipe d'Alex Shelley et de Chris Sabin, qui ont battu les American Wolves, dans le fond, l'équipe de Dave Richards et Eddie Edwards. Après ça, on a eu un combat en simple que je suis sûr que Marco a adoré. Killer Cross a battu Davey Boy Smith Jr., évidemment, Killer Cross qui est accompagné de Scarlett Bordeaux. Ouais. Mais il y a un coup de Vince McMahon, ça, de le laisser aller. Ouais, mais je ne peux pas te péter la ballonne, mais je pense qu'il y a des chances qu'il revienne à WWE. On verra, mon baptême. On verra. Je pense que oui. En tout cas, comme tu dis, on verra. Dans un combat 4 coins pour l'aspirant numéro 1 au titre de Progress World Championship, Jonathan Gresham, celui qu'on entend beaucoup parler dans la semaine dans les nouvelles, a battu Alan Angels, l'ancien des Dark Order, Konosuke Takeshita et Nick Wayne. Nick Wayne qui a juste 16 ans. Puis ça a l'air que c'est un très bon prospect, mais il a déjà un contrat avec la AEW signé déjà. Puis qu'il va faire le même roster à 18 ans. Ah, c'est bon. Ouais.
Et ouais, il avait fait un match contre Christopher Daniels dans un indie show, puis c'est là qu'il a donné son contrat. C'était une surprise, il ne savait pas. Ah, ben, il doit avoir du talent. Puis en même temps, ouais. Il a 16 ans, fait il a le temps de se développer en masse. Mais son père, c'est un ancien lutteur là, vraiment connu, le Buddy Wayne s'appelle. C'est un ça me dit il a plus fait des job matchs là, quand même. Il n'a pas été vraiment une star dans le monde de la lutte, mais il a fait beaucoup de dark matchs à WBF, WCW. Il était vraiment présent beaucoup. Il était là. Oui. Après ça, on a eu un combat par équipe. Dans le fond, une réunion des Four Horsemen, si on veut, avec Brent Peville Jr. et Brock Anderson, qui ont battu le Rock'n'Roll Express de Ricky Morton et son fils Kerry Morton. Il était écœurant, son fils, avec la coupe. Là. Il y a quoi? Je pense qu'il a 25 ans, je pense, son gars. Ouais, il est pas pire. Moi, je le trouve. Ah ouais, mais il a la même coupe de cheveux que son père. ouais, ben, tu sais, lui et Pillman ensemble là, chez le coiffeur, là, wouh! Ouais. Notre job, tu fais la retorde à la coiffeuse. Ouais, exact. Parlant de faire la retorde à du monde, on a eu un four-way après ça avec Ray Phoenix qui a battu Bandido, Laredo Kid et Black Taurus. Et on va en parler plus de ce match-là tantôt. Et après ça, on a eu pour le championnat Impact, un match en simple avec Josh Alexander, le champion, qui a affronté Jacob Fatou de la MLW. Puis ça finit avec malheureusement un no contest quand ouais, mais regarde. Le podcast de Zack Ryder, Matt Cardona avec Ryan Myers et l'avocat, Smart Mark Sterling. Mais, oui. Ouais. Non, mais excuse de te couper, c'est que tu as vu ce qui est arrivé avec Brian Myers? Il était supposé dans le Battle Royale, puis apparemment, parce qu'il n'a pas eu son entrée, il n'a pas voulu faire la Battle Royale. Ben ouais, mais c'est pour ça qu'il est arrivé après. Je pense que c'était un work, ouais? Ben oui, c'était un work. OK, parfait. Puis évidemment, après ça, ben, le segment a terminé avec DDP qui est arrivé dans la ligne, qui a fait un Diamond Cutter à Cardona. Fait que, bah. Sauf que le no contest est plate un peu. En même temps, je comprends que c'est pour le Impact World Champion, je ne voulais pas faire perdre l'autre. Ouais. Mais non, j'avais jamais vu Jacob Fatou lutter, puis j'étais vraiment, vraiment impressionné pour vrai. Hey, il est dans quelle famille? Ça n'a pas rapport. Je parle de son talent de lutte, je parle pas de sa famille. Attends une minute. Ah ouais, ça veut dire qu'il va... Regarde ça, mon gars. Regarde ça, mon gars, comment c'est beau. La bloodline. Il y en a-tu du monde là-dedans? Hey, c'est du talent, là, ça sort par les oreilles. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Là. Oui, c'est ça. Bref, après ça, on a un groupe par équipe avec les Briscoes qui ont battu les Von Erichs, les garçons de Kevin Von Erich, Marshall et Ross. Puis ça m'a fait rire quand j'ai vu arriver avec leur pantalon de jeans. On aurait pu dire les gars de Bart Gunn que d'autres choses. Ouais, je les avais pas vus lutter, moi, puis honnêtement, ils m'ont pas impressionné bien. Ben, c'est pas ce match-là qui a fait en fait le showcase pour eux autres, mais bon, ça arrive. Hein? Ouais, exact. Après ça, dans un combat 3-way pour le championnat Impact, les Knockouts, Jordan Grace a battu Diana Purrazzo et Rachel Ellering. Ça, c'est ma girl, ça. De Diana Purrazzo, ouais, la virtuosa. Exact. Ouais. Et dans le main event, évidemment, comme on l'a parlé un peu tantôt, Ric Flair et Andrade El Idolo, son beau-fils, ont affronté et battu l'équipe de Jay Lethal et Jeff Jarrett avec Karen Jarrett dans leur coin en 27 minutes flush. Fait que c'est la carte du Ric Flair last match. Puis là, évidemment, tu vas parler du match de Ric Flair, toi, tu voulais dire? Ouais, mais on peut y aller avec nos top matchs avant parce que il y avait d'autres très, très bons matchs. Si tu veux, je peux y aller vu que tu as parlé un peu plus. Je vais y aller avec mes top matchs. Bien évidemment, sans surprise, mon top match était le 4-way avec les Bandido, Phoenix et compagnie. La lutte Lucha Libre. Écoute, c'était... Tu sais, Ray Phoenix, on le dit là, depuis AEW, s'il n'était pas blessé, ce gars-là, il est intouchable dans le ring. Qu'est-ce qu'il fait dans le ring? C'est une version moderne de Mysterio. Puis, sans manquer de respect à Ray, je pense qu'il est meilleur que Ray Mysterio. Ouais, ben Ray d'aujourd'hui, oui, là, mais Ray de 96, 97, peut-être. Non, je parle de Ray 96-97. Ouais, peut-être. Mais tu sais, encore là, je veux dire, c'est des époques différentes. Ouais, mais ouais, ça, c'est mon match de la soirée. Facile. Je suis pas un gros fan de Josh Alexander. Je sais que beaucoup de monde l'aime. Je le trouve correct, sans plus. Pas qu'il est pas bon, c'est juste que moi, il m'accroche pas en tant que lutteur. Mais contre Fatou, c'était... Moi non plus, je l'avais pas vu. Je pense que je l'avais vu une fois lutter Fatou. Là. Mais c'était pas ce genre de match-là. Puis ça, c'était fou raide. Puis le opener, pour moi, Motor City Machine Gun, c'est quasiment... écoute, ils sont sous-estimés au bout. Moi, j'aimerais ça qu'il ait fait un run à WWE.
pour gagner au moins une fois les belts tag team. Là, si jamais la division par équipe redevient un peu plus, comment je pourrais dire ça, vivable, on va dire ça de même. Je trouve qu'ils mériteraient ça pour boucler leur boucle de carrière. Je veux dire, peu importe ce qu'on pense à WWE, c'est quand même prestigieux d'avoir des ceintures là-bas. Là. C'est quand même la grosse compagnie qui existe depuis 40, 50, 60 ans. Fait que, non, gros, moi j'ai trippé les voir, puis je pensais qu'ils avaient ralenti les boys ensemble, mais hey boy, non, ils n'ont pas manqué un beat. Hein. Non. Puis, ouais, fait que moi, ça ressemble pas mal à tout aussi. Là. Évidemment, les Machine Guns contre les Wolves, c'est excellent pour un premier combat. Ça a bien c'était la table pour le reste du show. Puis, évidemment, le four-way du luchadors était incroyable. Là. Puis, je sais que tu parles de Ray Phoenix, là, mais il y a un gars peut-être que je te dirais qu'il pourrait peut-être l'accoter. Il n'était pas sur ce show-là. Là. Il s'appelle Vikingo. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Je pense pas, non. Mais il lutte plus évidemment à Triple A, là, mais ce gars-là aussi il est incroyable pour vrai. Il faudra qu'il arrive aux States à m'amener, tu vas capoter là, parce qu'il est pas loin de Ray Phoenix côté acrobatique aussi. Là. Ouais, pour vrai. Okay. Il est plus jeune que Phoenix? Je pourrais pas te dire l'âge, j'ai aucune idée. Mais d'après moi, il doit pas dans le même type d'âge à peu près, je te dirais. Je pense pas qu'il y en a un qui est plus vieux que l'autre de beaucoup. Là. Cool, puis, évidemment, ces deux matchs-là, plus le main event, là, je sais qu'on va, on va en parler bientôt, là, mais on va en parler là, dans le fond. C'est pas facile pour. Il y a beaucoup de monde qui a la misère à pas ce match-là parce qu'il y avait de la misère à voir pour Ric Flair. Il avait peur, il était inquiet. Mais moi, tu sais, j'étais pas contre l'idée. J'étais pas pour, j'étais pas contre. Bon, si le gars il veut faire ça et il est capable, why not? On est qui pour le juger pour pas qu'il fasse ça? Fait que moi, à part la fin, là, évidemment, après le match, là, quand je voyais qu'il y avait la bouteille d'eau puis il avait la bouche ouverte, là, puis il avait l'air mort, là, c'est le seul temps que j'étais vraiment inquiet. Sinon, dans le match, j'étais pas si pire que ça. Là. Oui, évidemment, c'est normal qu'il est là longtemps. Le gars, il a 73 ans. C'est normal. Là. C'est pas comme si c'est un Spring Chicken. Là. Mais tu le voyais, si vous connaissez la lutte, puis moindrement que vous avez lutté ou vous connaissez comment c'est structuré un match de lutte, là, on voyait, c'était plus évident que d'habitude comment c'était. On voyait qu'il savait exactement quand les taguer. C'était un beau travail d'équipe des quatre ensemble. Là, tu voyais qu'il était. Puis, écoute, tu vas en parler, mais on peut-tu parler de Jeff Jarrett? Il était écœurant, pour vrai. C'était sa coche. Aucun sens. Tellement ça coche. Tu sais, un heel que tu écoutes la TV, tu te dis, il va-tu se la fermer un moment donné? Il est gossant. Mais tu sais, c'est ça. Il fait bien sa job. Puis, comme je te disais, hors d'onde, j'écoute beaucoup de podcasts ainsi. Puis, il y a beaucoup de podcasts qui font comme ben Jarrett à WWE, il est là. De temps en temps, peut-être une third ou deux par année contre un jeune face, ça pourrait aider. C'est vrai, il avait pas l'air fou dans le ring non plus. Là. Non, c'est sûr que non. Mais en même temps, il affrontait souvent plus Ric Flair. Fait que c'est dur d'être vraiment down à Ric Flair. T'as juste des chops ou presque. Fait que c'est pas comme si c'était dur de suivre. Là. Ouais, mais tu sais, quand tu sais comment il a bumpé les super kicks des Usos, puis ces trucs-là dans pay-per-view, dans Raw, tout, je veux dire, il est là, il est encore là. Ouais. Puis évidemment, c'est l'équipe de Ric Flair qui a gagné avec le finish Figure 4 que l'autre a compté le toit. Je sais que tu vas me dire que l'autre avait les épaules aussi en terre l'autre bord, mais regarde, l'arbitre checkait juste un lutteur. Mais bon. Fait que c'est ça, fait que non. Puis évidemment, ça a l'air que Ric Flair était correct après le combat. Là. Évidemment, il a pris une couple de minutes de se remettre de son match, évidemment, à l'âge qu'il avait. Là. Oui, on le voit ici, ces images qu'il y a. Là. Puis je sais qu'il y a un spot que tu as bien aimé, que tu m'avais dit. Là. Le spot, c'est qu'il fait l'air d'avoir une crise de cœur, puis l'autre, il arrive, puis il fait un poke dans les yeux. Là. Ah oui, puis là, tout le monde est. Tout le monde est malaisant, puis tu sais, là, il est comme, oh mon Dieu, j'ai mal, puis tout. Là, tu vois Conrad, puis la fille de Flair se lever, pour comme genre. Ben, la femme de Conrad. Là. La femme de Conrad, évidemment, la plus vieille fille de Rick, je pense, si je me trompe pas. Ouais, Ashley, je pense. Tu Ashley, non, Ashley, c'est. Megan. Megan, ouais. Puis c'était bien cool aussi de voir des célébrités. Oui, non, mais j'ai adoré ça. Il y avait Mick puis Undertaker dans les premières rangées. Puis moi, la photo qui me fait capoter, c'est ça. Là. Ouais. Il y avait Michel McCool. Là, Michel McCool. Il aurait peut-être photoshopé, là, mais. Non, mais cette photo-là, puis quand j'ai vu Brett avec Mick puis Taker, j'ai fait comme wow. Puis en même temps, ça nous donne un méchant coup de vieux parce que on a grandi avec tous ces gars-là, c'est notre enfance. Puis je trouvais ça cool de voir Brett parce que Brett, on le voit pas souvent dans les événements comme ça.
du moins à la caméra. Mhm. Fait que j'ai trouvé ça cool qu'il était là. Puis évidemment, il y avait tout le Starcast avant avec les podcasts puis pendant la fin de semaine. Les choses que j'ai écoutées aussi. J'en ai écouté pas mal. Le Rose. Je sais que tu as écouté le Rose de Flair, mais je ne l'ai pas écouté. Il y avait Brett aussi qui parlait de SummerSlam 80. C'est 95? C'est 80. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? 92, c'est ça? Avec Brad 92, ouais, 92. Non, c'est parce que j'avais. Tantôt, j'ai checké 95. Fait que. Ok, je m'excuse. Je suis pas dans l'encyclopédie de la lutte. Ouais. La photo que tu as mis là, pour ben du monde, c'est genre leur Mount Rushmore de la lutte. Oui. Pas, là. Ric Flair, Bret Hart, Taker, Mick Foley, il y a du monde, c'est genre leur lutteurs préférés, c'est genre le Mount Rushmore de leur histoire, de leur tu sais, Mick Foley, dans son style de lutte, il est numéro 1. Undertaker, le plus grand personnage que la lutte a connu. Bret Hart, probablement le meilleur lutteur. La discussion est proche avec Shawn Michaels, meilleur lutteur du monde, meilleur lutteur ever. Puis charisme de Ric Flair, genre. Ouais, puis Ric Flair est considéré comme le meilleur lutteur parce qu'avec son charisme, puis les années qu'il a lutté, tu sais, en tout cas, c'est un personnage. Ça représente, Ric Flair, ça représente la lutte professionnelle parce que c'est Ric Flair. Mais non, c'était bien, bien, bien cool. Moi, ça m'a bien ému. Puis des fois, ça m'en prend quand même pas mal. Puis non, j'aimais ça. Puis le match était bon. Lethal a fait sa job. Andrade, c'est peut-être celui qui a paru le moins. Ben, je sais pas. Andrade, je sais que c'est son beau-fils puis tout, là, je comprends. Ouais. Il n'y avait pas d'affaire, là. Je pense que ça aurait eu plus de sens. Ben, pas plus de sens, mais j'aurais aimé mieux que ça soit le switch. Jay Lethal avec Ric Flair puis Idolo avec l'autre. Ouais, hein. Mais en même temps, ouais, c'est ça. En même temps, les promos auraient été. Moi, je sais pas. Ouais, ça n'aurait pas eu de sens qu'Andrade veuille frapper Ric Flair. Je veux dire, on sait que. En même temps. La pride familiale, comme quoi c'est lui qui a filé sa carrière à l'autre et qui l'a battu. T'sais. Ben, Andrade était là parce que c'était le beau-fils à Rick. C'est la seule raison. Sinon, il n'aurait jamais été dans ce match-là. Évidemment, dans le show aussi, il y avait beaucoup de vidéos package avec des lutteurs pas juste des lutteurs, du monde de toutes les affaires, les sports, les célébrités qui disaient bonjour à Ric Flair qui leur remerciaient de sa carrière. Dont un avec The Rock, le bon a bien aimé aussi, là, qui était très émotif. Dans le Rose, ils l'ont montré, puis ils montraient Ric Flair en bas, là, la réaction de Ric Flair qui le regardait, puis il était aux larmes. C'était vraiment beau à voir. Puis j'ai aimé ça parce qu'à un moment donné, il y en a un qui a commencé avec Ziggler, puis il a fini avec Lex Luger. Fait que c'était pas moi ce segment-là. Ouais, tout talent là-dedans, les Luger puis Dolph Ziggler. Là, tu mets ça ensemble, ça fait Ric Flair aussi. Voilà. Bon, parfait. On va faire un petit détour vers la AEW pour plusieurs raisons. On va commencer par à soir, parce qu'on est samedi soir. Donc, AEW présente un show à soir qui est Battle of the Belts. Je vais pas me rattraper sur quelque chose, OK? Mais tu vas montrer les matchs? Non, je ne montrerai pas les matchs au complet, mais j'ai pas les vidéos, les photos de tous les matchs. Mais Battle of the Belts, là, j'aime ce que AEW fait, j'aime le produit en général. Mais pour vrai, es-tu obligé d'avoir un autre show à chaque esti de Dynamite, puis de Rampage, puis de... Ouais, OK, mais WWE qui ont des taglines à tout leur pay-per-view, c'est pas pareil, ça? Non. Pay-per-view, pas à chaque semaine. C'est censé être des gros shows avec des gros matchs. À soir, c'était un Firefest. Après ça, c'était quoi, là? Et puis en plus, le commentaire que je viens de te dire là, il y a un gars que j'ai rencontré cette semaine, par hasard, c'est un fan de lutte, un gros fan de AEW, puis il m'a dit la même chose par rapport à ça, puis non, ils sont plus allumés que je pensais, les fans d'AEW, finalement. Calme-toi, là. Le nez brun, là. Ok, ouais. Ben là, de Bell, est-ce que tu voulais-tu parler de quelque chose là-dessus? Ben, je pensais que tu allais montrer la carte, je te posais le nom d'un lutteur comme faux, là. Mais vas-y, dis-le. Konosuke Takeshita. Ok, il se bat contre qui, lui? Contre Claudio Castagnoli pour le titre de la Ring of Honor, puis aussi évidemment un combat pour le championnat féminin avec Thunder Rosa contre Jamie Hayter. Puis c'est quoi l'autre match qu'il y avait déjà? Il y avait Wardlow qui va se battre contre Jay Lethal pour la TNT. Mais non, t'as oublié ton Wardlow, toi. Bon, salut tout le monde, bye! Oui. Ça va être un excellent match. Puis j'espère que ça ne sera pas un squash pour vrai. Tu sais, Jay Lethal, j'espère, là, parce que... Non, parce qu'à un moment donné, les squash, ne peuvent pas juste faire ça toute sa carrière non plus Wardlow. Il faut qu'il y ait des matchs qui durent longtemps aussi. Là. Ouais, surtout qu'avant, il y avait des matchs, puis c'était pas des squash, fait que c'est un peu bizarre. Là. Mais ça va être un bon show, je pense. Comme
la lutte est toujours bonne à AEW, fait que j'ai pas de misère avec ça. Sinon, ils ont annoncé plusieurs matchs la semaine prochaine, dont le coffin match entre Darby Allin et j'oublie tout le temps son nom. Brody King. Brody King. Mais c'est une des bonnes rivalités en ce moment à AEW pour vrai. Moi, c'est une rivalité que j'aime bien. As-tu aimé le dumpster match? Ben, beau clin d'œil au match contre les Outlaws contre Mick et Terry Funk. Là. Même le spot à la fin, quand ils ont gagné le combat, qui ont poussé le. Ils avaient attaqué Jack et Terry Funk. Là. La seule affaire que j'ai pas aimé, Billy Gunn dans l'entrée qui attend. C'était long. Pourquoi Billy Gunn reste dans l'entrée comme ça? Genre? Parce que c'est pas son match puis il reste là. Il envoie ses gars lutter puis il attend. Ouais. En tout cas, c'est un détail. Il y a de quoi que t'as pas parlé encore que ça m'étonne que t'as pas parlé. Là? Ouais, Dynamite, il y avait la. Tu veux parler de Dynamite, là? Ben oui. Okay. Il y avait la Super Click, Super Elite. Undisputed Elite. Undisputed Elite avec Adam Cole, Kyle O'Reilly, Bobby Fish, les Young Bucks. Tout le monde était là, les 5 amis. Puis évidemment, si vous avez écouté comme moi lundi Being the Elite, je l'ai écouté. Adam Cole qui regardait les Young Bucks parler qu'Adam Page backstage pour eux. Ouais, avec le laptop en parlant du trio match, du tournoi de trio qui s'en vient pour les belts. Judas. Gars, Adam Cole, là, baby, là. Pardon? Tu peux prendre tes clics, tes claques, prendre tes 2 gars qui vont se blesser dans un mois, même qu'ils reviennent, là. Puis, gars, ramasse les miettes parce que la vraie élite, là, c'est les Bucks, baby. Fait que Adam Cole, là, plus jamais. Ben moi, Adam Cole, il s'est juste débarrassé du bois mort. Là. Les Young Bucks. Il s'est tourné contre ses chums qui ont fait gagner de l'argent gratuit. Ah ouais! Il s'est tourné contre ses chums. C'est pas eux qui l'ont piqué dans la face quand ils ont du Bullet Club en 2017. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué dans le Big D Elite aussi. Ah ouais. Tu sais pourquoi qu'ils l'ont tué? Parce qu'il a signé avec l'ennemi. Non, ben, tu peux pas juste tuer quelqu'un parce que tu travailles avec l'ennemi, Colin. Tu peux juste le laisser aller et dire bonne chance, c'est tout. Pourquoi le saver dans le dos puis le tuer puis tu peux kicker dans la face à 2? C'est le fun des Super Kick Party quand ça n'arrive pas à vous autres, hein? En tout cas, tout ça pour dire que à la fin, mon boy Cowboy Shit a fait le save puis a aidé Matt et Nick. Puis désolé, mais il n'y a aucun trio qui peut battre ce trio-là. Les 3 meilleurs lutteurs au monde. Il y en a un trio qui peut le battre en esti. Ah ouais, qui? FTR puis CM Punk. Premièrement, ben, ça va arriver. C'est sûr que ça va arriver un jour puis tu vas rire dans ta barbe en esti. Premièrement, CM Punk, là, il a mal à l'orteil. Il n'est pas capable de se remettre d'une blessure à l'orteil. Premièrement. Ça pourrait être là. Puis ton FTR, là, qui sont un peu. Dax, en passant, là, Dax, là, c'est malaisant. Ah, pardon? Toi, tu l'aimes, Brett, tu le suis pas partout, est-ce que ben, c'est parce que j'ai pas la chance, je ferais peut-être. Là. Parce qu'il est partout, là. Je le voyais au Starcast, il était là à côté de Brett, là. Je textais pendant le match à Ric Flair avec Alfredo, on se disait, écoute, il va être caché en arrière de Brett dans la 3e rangée du Ric Flair last match pour voir Brett en arrière, tu sais. Puis, by the way, il est blessé, lui, là, à l'épaule, là. C'est quoi, sa cinquième blessure en carrière? Ça fait 8 ans qu'il lutte, là, à peu près, là. Plus que ça. Il était tout le temps blessé à WWE, il était tout le temps blessé à NXT, puis il est encore blessé. À un moment donné, tu vois bien que ça ne suit pas, là. Fait que calme-toi un peu, là, avec les matchs, là. Ben, pourquoi qu'il changerait ces matchs? Ils sont excellents, ces matchs, pourquoi qu'ils changeraient ça? Ouais. Puis d'ailleurs, AEW, là, ils n'ont pas d'house show, hein, mais ils ont à peu près 15 blessés. Fait que, je peux bien croire qu'il y a un roster de 180 lutteurs, là, mais c'est ça. À un moment donné, il va falloir slacker un peu ces moves, des pirouettes pour rien. Ben, tu sais que le droit constant, c'est même pas les pirouettes, les affaires de même qui les blessent. Parlant de Dante Martin qui a fait un flip sur sa 3e corde, qui est retombé sur ses genoux, puis là, il est embêqué à l'hôtel. C'est un genre de lutteur, ça, des gars comme je l'aime, Dante Martin, mais oui, mais sois intelligent avec ton corps. Je sais bien que c'est ton corps, ton choix. Exactement. Mais non, sinon, j'ai bien hâte de voir. Omega, il est-tu en discussion ou bien c'est. Ça va être si Hangman Page, ça serait comme déplacé qu'ils le prennent pas, là. Ben, il pourrait revenir puis tasser Hangman Page, non? Non, je pense pas, hein? Non. OK.
Puis sinon, ben, autre morse. Hey, je vais le dire publiquement sur le podcast. Là, je vais faire un homme de moi. Là. Okay. Depuis 2-3 semaines, John Moxley fait de la bonne job. Tu vois que moi, je ne suis pas un gars. Moi non plus. OK. Non plus. John Moxley, je ne sais pas qui te dit quoi faire, parce que ça vient sûrement pas de toi. Là, si tu écoutes le podcast, mais. OK. C'est ça. Fait que tu as d'autres choses à rajouter sur AEW parce que j'ai un autre point sinon. À part que c'est le meilleur show de lutte around ou non, j'ai rien à rajouter. Tu peux continuer. Yeah, boy. Non, mais par contre, ceux qui nous suivent sur YouTube, vous savez qu'on a le lundi, on a un WWE 2K22 MyGM Mode qui est très divertissant quand vous l'écoutez. Ça va être très divertissant. C'est le fun à faire, en tout cas. Je pense que ça va s'améliorer avec le temps, mais une nouvelle qui a rapport un peu à ça en parallèle, c'est que la AEW, ils ont sorti leur cover de leur jeu de lutte qui va sortir, je pense que c'est décembre 2022, je ne me trompe pas. Fight Forever. Très belle pochette, à l'exception du gars peut-être qui est sur le devant de la pochette. Je ne sais pas pourquoi Kenny Omega, qu'est-ce que c'est contre Kenny Omega? Ah non, CM Punk puis Jake Cargill, là, il est tabarnouche. Ben, c'est quand même la TBS Champion qui n'a pas perdu un match depuis qu'elle a commencé. Là. Ah oui, ça prouve pas le talent, ça. Mais non, ça va être... c'est un beau jeu AEW avec beaucoup de lutteurs de WWE dessus, c'est parfait. Je pense que ça va être le fun. Là. C'est Kenny Omega qui s'est occupé du jeu vidéo, évidemment. Kenny Omega qui est un geek, on va se dire comme ça. C'est un geek. Fait que ça devrait être pas pire, ça devrait être différent des autres jeux. Ça a l'air un peu plus arcade mode. Ils ont sorti des trucs. C'est quoi les modes qu'ils ont sortis? Des genres de. Un peu comme à la Mario Kart, là, je pense. Ouais, ben l'affaire de baseball, il y a une affaire avec des genres d'affaires de chorégraphie, je sais pas trop, de danse. Il faut que tu pèses des boutons puis faire les tonnes des lutteurs en dessous. Puis il y a beaucoup de minigames. Puis évidemment, ça ressemble pas mal un peu le jeu. Là, ça ressemble un peu à. Dans le temps, il y avait GameCube. Là. Ça ressemble un peu à Day of Reckoning un peu. Puis l'affaire de même. Ça ressemble pas mal à ça, je trouve. Là, mais en même temps, je ne suis pas ça. Je suis pas ça comme un défaut. C'est vraiment le fun. C'est vraiment un jeu le fun à jouer dans le temps. Fait que non, le jeu a l'air intéressant. Puis à la fin de l'année, ça va sortir. Ouais. Puis je sais pas si tu as remarqué sur la boîte du PS4, c'est marqué qu'il y a une upgrade disponible pour le PS5. Fait, mettons, tu achètes le jeu sur le PS4, puis dans un an, tu achètes le PS5. Tu peux upgrader le jeu avec pas en achetant de nouveaux jeux. OK. Cool. C'est bon, mettons exemple, ceux qui vont, mettons, acheter je sais pas moi, le PS5 l'année prochaine, dans le milieu de l'année prochaine, on pourra acheter le jeu au mois de décembre, jouer 6 mois avec, après ça le transférer sur le PS5, c'est le fun. Ouais, un jeu que je vais me procurer évidemment, parce que c'est. Ben oui. C'est la première fois que ça sort aussi, donc c'est toujours intéressant. OK. Fait que c'est ce qui complète notre petit segment AEW. On va aller. On s'en va à SummerSlam, DJ. Oui, SummerSlam 22 qui a eu lieu la veille du match de Ric Flair. En direct, évidemment, d'une place magique à Nashville, au Tennessee. Puis, ouais, fait que c'était. Comme tu as dit, c'est un des SummerSlam qui était le plus regardé, tu m'avais dit. C'est le plus regardé de tous les temps. OK. Et le premier PLE sous l'ère Triple H. First pay-per-view, ouais, c'est vrai. T'as raison. C'est un premium live event, mon cher, maintenant. Attends. Non, moi, je n'ai pas dans mes notes. Bref, fait que voici évidemment les résultats. Dans un combat féminin pour le titre de Raw, Bianca Belair a vaincu Becky Lynch pour faire le retour de l'ascenseur l'année dernière à SummerSlam 2021. Long-term booking? Oh, je suis sûr que c'était voulu. Oui, donc en 15 minutes 10, après ça, on fait comme on a fait avec Ric Flair. Tous les résultats sont parlés. Vas-y. Parfait. Après ça, il y a un match en simple avec Logan Paul qui a battu The Miz avec Maryse et Ciampa, son nouveau lapdog que j'ai très hâte que ça soit terminé. Après ça, pour un match championnat États-Unis avec parlant de du monde qui cette fois ça va terminer pour bien des personnes, Theory a perdu contre Bobby Lashley par soumission et Lashley a gardé son titre États-Unis.
Après ça, dans un combat no disqualification 3 dans son tag team, les Mysterio, Ray et Dominic ont battu le Judgment Day, Finn Balor et Damien Priest avec Ripley dans leur coin. Après une interférence, un retour de Edge qui est venu se revenger de ceux qui l'ont mis à la porte une couple de semaines de Judgment Day. Et après ça, on a eu un match en simple encore où ce que Pat McAfee a battu Happy Corbin. Ensuite, dans un combat avec Jeff Jarrett en habit spécial, comme vous voyez voir, Jeff Jarrett n'a pas chômé en fin de semaine. Non. Les Usos ont battu Street Profits, because of course they did. Et après ça, dans un match simple, encore une fois, pour le titre féminin de SmackDown, dans un match qui est terminé sous la controverse, Liv Morgan a battu Ronda Rousey par pinfall et est devenue la première femme de l'histoire de WWE à avoir piné Ronda Rousey 2 fois. Que je veux pas, même si les 2 fois c'est douteux, ça reste un accomplissement quand même. Elle l'a fait. Et dans le main event, dans un combat Last Man Standing, le dernier homme debout, pour le titre universel indisputable de la WWE, Roman Reigns, le chef de plusieurs personnes, avec Paul Heyman et les Usos, les Usos sont arrivés par après, là, a battu The Beast Brock Lesnar dans un très bon combat. Avec, on va en parler tantôt, on va parler de nos meilleurs matchs, mais quelque chose que j'ai jamais été vu à WWE, là, vraiment, pas juste WWE, n'importe où ailleurs. Ouais, c'est spectaculaire. Oui. Puis, évidemment, il n'y a pas de cash-in, pas que Thierry n'a pas voulu. Il a frappé Reigns avec la valise, mais bien sûr, il l'a pogné à faire après, fait que ça a terminé sa soirée. Fait que c'est ça, fait que toujours champion Roman Reigns, puis il n'y a pas eu de, comme j'ai dit, il n'y a pas eu de cash-in. Fait que ça reste Reigns de champion. Parce qu'il y a juste Reigns dans WWE. Fait que... On va en reparler plus tard. Oui, fait que mais bref. C'est ça. Sinon, évidemment, comme tu me disais tantôt, c'est un show qui était probablement déjà booké par Vince, mais que Triple H a mis son empreinte sur le show. Et évidemment, dès le premier match, Triple H a fait un statement en rappelant ses girls d'NXT, Dakota Kai, puis Hiro Sky, qui était Hiro Shirai avant. Là, le monde chialait beaucoup sur les changements de nom, mais c'est Hiro Sky, je trouve que c'est déjà mieux que bien des noms qui ont été donnés récemment. Puis probablement que je pense que c'est elle qui a voulu changer de nom parce que Hiro Shirai, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle voulait un renouveau pour son personnage, puis elle l'avait dit, là, ça montait pas dans le main roster, c'est probablement qu'elle quittait la WWE, donc... Puis Dakota Kai était plus avec la WWE. La seule affaire, c'est que l'autre s'appelle Kai, l'autre s'appelle Sky. Là, fait qu'il peut faire de quoi de différent pour l'autre au pire, là, mais je sais pas. Hein. Bon. Ouais. Mais ils sont pas arrivés seuls, en fait. Ils sont arrivés après le retour tant attendu de Bayley, une des meilleures championnes féminines de la WWE. Elle a eu un beau règne avant sa blessure. Ça faisait 1 an qu'on ne l'avait pas vue. Mon petit cœur Bayley. Oui. Fait que, évidemment, là, c'est une photo qui est arrivée à Raw. Je vais vous expliquer pourquoi la photo est là après, mais dans le fond, ce qui est arrivé, c'est qu'après le match, Becky Lynch elle a fait un face turn. Puis Bayley est arrivée. Après ça, elle a amené les 2 autres filles avec elle, donc c'est un nouveau clan. Puis Becky Lynch, elle est montée pour être aux côtés de Bianca Belair. Malheureusement, Becky Lynch est blessée, donc elle va être absente pour entre 4 et 8 semaines. Elle a une épaule séparée. Fait que c'est pour ça la photo qu'il y avait un match à Raw entre Alexa Bliss et Asuka. Pourquoi tu ris? Ben, l'épaule est séparée qui est à la maison. C'est pas drôle. Fait qu'il y avait un match entre Asuka et Alexa Bliss. 2 filles qui cherchent depuis un petit moment à WWE, qui est 2 excellentes lutteuses. Donc, c'est eux autres qui vont joindre à Bianca Belair pour combattre à ses côtés contre le groupe de Bayley. Puis la division féminine de Raw, tout d'un coup, est remontée. Ouais. Faudrait qu'il fasse pareil pour SmackDown à Start. On va voir ça dans les prochaines semaines, prochains jours. Push Shayna Baszler, s'il vous plaît. Probablement que ça va arriver. Moi, je pense que down the road, on va peut-être avoir un programme entre Shayna Baszler et Ronda Rousey. Ça pourrait être intéressant. Ou peut-être ensemble aussi. Ouais, moi, je pense peut-être être plus ensemble au début. Là. Ça se peut. Ouais. Puis, c'est ça. Ouais. Puis, le match après, Logan Paul, évidemment, avec une très, 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 très bonne performance contre The Miz.
Ouais. Puis, je sais qu'on en parle, on a parlé souvent, même on a parlé à travers la table quand on a fait le preview. Comme quoi, le monde n'aime pas vraiment Logan Paul, puis que c'est un. Il devrait être heel que d'après beaucoup de monde. Je suis d'accord un peu avec eux autres aussi. Mais reste que s'il continue à faire des performances comme qu'il a fait à SummerSlam, puis il continue de ne pas être trop. De faire des promos qui ne sont pas trop cocky. C'est capable de. Comme quand vraiment Raw, le lendemain était parfait. Il avait remercié tout le monde, tout ça. Il était pas genre je suis moi le meilleur, puis j'ai battu de Miz, puis whatever. Fait que s'il continue à faire des performances comme ça, puis il fait des bonnes promos, le monde va l'aimer, c'est sûr, même si à l'extérieur, le monde n'aime pas pantoute. Puis, écoute, les moves qu'il a fait, il a pris des risques. Là, un frog splash du top du ring jusqu'à la table des annonceurs, c'est quelque chose. Puis, toi, je sais que tu l'aimes pas, mais pas mal juste toi qui ne va pas y rendre crédit. Mais The Miz, à chaque fois que quelqu'un a un combat contre The Miz, paraît toujours bien. Fait les bonnes affaires. Puis, moi, j'ai écouté tu vas me dire que j'ai peut-être trop de temps dans ma vie, mais j'ai écouté le podcast de Logan Paul avec comme invité Triple H cette semaine. Impulsive? Oui, exactement. Puis Logan Paul a remercié The Miz aussi, comme quoi que c'était tellement un team player que c'est à cause de lui qu'il paraît bien et tout. Fait que, le petit gars, il reconnaît le talent. Non, mais Logan Paul est intéressant. Comme tu dis, il va falloir qu'il travaille sur ses promos parce que s'il pour rester face, ben c'est ça. Tu peux pas. Quoique, on dit ça, mais on a déjà vu des faces être cocky aussi. Être heel puis vice-versa aussi. Là. Ouais. Fait que, à suivre, mais il est impressionnant, le petit jeune. Ouais. Sinon, la Theory, c'était un match correct. Là. On ne s'entendait pas à grand-chose là-dessus. Là. Ouais. Un C'était match solide, mais sans plus. Ouais. Même pas duré 5 minutes. Fait que... Ouais, exact. Après ça, le No DQ Mysterios contre Judgment Day, ben, au moins, Judgment Day a perdu à cause de Edge. Au moins, c'est pas comme s'il l'avait piné puis t'arrivais après. Ouais. Puis, t'as dit quelque chose? Vas-y. Non, ben j'allais dire qu'on s'attendait à ce que Edge revienne. Puis j'ai bien aimé sa promo à Raw aussi, qu'il revenait avec son ancienne tune, Metalingus. Puis sa promo, c'était short and sweet. Puis non, j'ai bien aimé ça. Puis j'ai hâte de voir. Là. Moi j'aimerais ça voir Balor peut-être en démon avec Judgment Day. Tant qu'à avoir une faction sombre, c'est aussi bien de sortir le démon, mais ça. Ouais. Puis je sais que je chialais souvent contre Rhea Ripley, mais Rhea Ripley, je pense pas mal elle, la leader de Judgment Day, puis elle fait une petite bonne job. Là. Désolé mon langage pour les 7 ans, 7 à 10 ans. Mais non, elle fait une méchante bonne job, puis je l'aime bien dans ce rôle-là. Ouais. Ben, moi, j'ai toujours été un fan de Ripley, fait que je ne peux pas dire que je suis surpris, mais non, c'est le fun de l'avoir prendre de plus en plus d'ampleur dans le groupe aussi, là, pas juste être un figurant, puis c'est tout. Là. Ou une figurante, pardon. Et après ça, McAfee contre Corbin, c'était correct. J'ai plus aimé les entrées que le match en général. Là. Même si le match était correct. Là. Ben, McAfee, 2-3 fois, a passé proche de se planter solide. Là. McAfee, c'est un athlète, oui, mais c'est pas un athlète, genre, on dirait qu'il a l'air un peu sloppy, un peu des fois. C'est pas Logan Paul, là. Ouais, il est pas sloppy, on dirait qu'il a l'air trop pressé, puis il est genre trop genre, oh fuck, je suis là, qu'est-ce qui se passe, on dirait qu'il est pas assez patient, on dirait. Il est sa caféine pas mal. C'est un hyperactif, là, tu regardes, je regarde son podcast, moi, puis il est debout de sa table, puis des fois, j'ai même pas pris de café, de boisson énergisante, puis il me prime, fait que, tu sais. le gars, il est cool. Une fois de temps en temps, peut-être pas full-time, là, mais des rivalités ici et là, c'est correct. Ouais. Et après ça, on a eu les Usos qui ont battu Street Profits clean. Puis je sais pourquoi les Usos ont gagné. Puis même les prédictions, c'est ça que j'avais dit. Là. Passant en prédiction, j'ai juste manqué 2. Fait que je sais pas pour toi, là, mais. Je n'ai pas checké. OK. Parfait. Fait que Noah, avec Judger comme habit spécial, n'a pas été vraiment impliqué dans le match. Là. À part, il a mangé un super kick à un moment donné, ça se peut-tu? Ouais, il a mangé un super kick, puis je pense qu'il en a poussé un ou deux. Là, mais... OK. Puis, tu sais, je sais que je comprends ce qu'il va faire avec les Usos, comme quoi Reigns est champion, les Usos sont champions, fait qu'il faut qu'il reste avec les belts. Là. Ouais. Mais je pense qu'il aurait pu faire gagner Street Profits. Là. Il me semble que l'histoire était parfaite pour ça, là, mais bon. Ben, c'est parce qu'on a vu à Raw aussi qu'est-ce qui est arrivé. Ouais, je comprends, mais maintenant, ça va faire les Usos. Là, t'sais. Ouais, mais là, c'est parce que l'affaire avec les Usos, tu sais, après les Street Profits, là, tu n'as plus de tag team assez crédible pour les battre. C'est ça. Même les tag teams crédibles pour les battre, ils ne battent pas plus. Fait que, non, je sais, mais moi, je pense que les Usos vont durer moins longtemps que Reigns. Là. Je pense qu'ils vont les perdre avant.
Ben là, c'est sûr qu'ils ont comme pas le choix. Puis, non, mais tu sais, ils ont défendu leur titre aussi à Raw contre les Mysterio. Puis là, ça va être intéressant, hein, parce que Edge a spiré Dominique. Ouais, ben par accident, évidemment, avec Ripley qui l'a poussé vers Edge. Fait qu'on s'attend. Le turn de Dominique s'en vient tranquillement, je pense. Puis sinon, du côté de Street Profits, ben, Montez Ford a eu un single match contre Seth Rollins. Wow. Moi, j'ai pas trouvé le match si bon que ça. J'ai trouvé que Montez Ford n'a pas super bien paru, moi. Moi, je trouve pas. Je m'attendais à plus. Ben, attends, plus de quoi? Je sais pas. Je te dis, je regardais le match, puis j'étais content là, quand on savait tous que ça allait être Tez qui allait avoir le match, là, que ça allait pas être l'autre. Mais que, tu sais, c'était cool en plus avec l'arbitre. Ils font semblant de faire un rush papier-ciseaux, puis ils s'en vont avec l'arbitre. Ouais. Mais non, je sais pas. Je m'attendais un petit peu plus. Puis, évidemment, on sait qu'il va le pusher. Là. Je sais juste pas comment ça va se faire. Est-ce que tu penses que Tez, c'est lui qui va tourner contre Dawkins ou le contraire? Ben, logiquement, ça serait le contraire. Là. Parce que, tu sais, ils veulent que Tez soit le babyface avec la foule qui soit derrière lui. Fait que ça serait plus de sens. Mais je serais pas contre l'idée qu'il fasse juste un split amiable, amicable. Ils font juste ça. OK, on va chacun de notre bord. Pour une fois, là. Peut-être donc une fois de temps en temps. Là. Pas tout le temps le gars qui se tourne contre son partner tout le temps. Là. À un moment donné, ça devient redondant. Là. C'est parce que ça l'affaire, en plus, si Dominique se retourne contre Ray, puis que Tez se retourne contre Dawkins, ça, c'est 2 turns de tag team d'une shot. Puis, tu sais, les Mysterio, c'est quand même un vrai tag team parce que c'est de la famille. Puis les deux autres, ça fait longtemps qu'ils sont ensemble. Puis tu sais, en plus, ils en parlent là, avec les Street Profits. Ils en parlent ouvertement. Oh, on se séparera pas. Ils le disent là, dans les promos. Je pense qu'ils l'ont dit. Même Tel, je pense qu'il l'a dit dans sa promo avec Rollins. Il a dit si vous pensez qu'on va se séparer, ça n'arrivera pas. Le point qu'on va se séparer, c'est là pour faire le rush papier ciseaux. Ouais, c'est ça, exact. Mais non, je sais pas. Puis, tu sais, vu qu'on parle de Raw et qu'on parlera pas de ces lutteurs-là prochainement, t'as-tu aimé le petit tournoi pour la US, toi? Ben, pour être bien franc, il y a pas grand-chose que j'ai pas aimé de Raw. La seule affaire qui m'a. Ben, pas au point de faire oh, je tanné, whatever. Ouais. C'est le fait que les deux combats féminins ont fini avec des drops et des count-outs, des DQ. Là. Ouais. Je comprends qu'ils veulent builder le monde pour faire un plus gros match, mais tu sais, en plus, les 2 matchs féminins ça cap, les 2 matchs féminins finissent pareil. Je trouve ça un peu plate. Là. Même si je comprends un peu pour qu'est-ce qu'ils ont en tête pour faire pour les prochaines semaines. Mais bon, ça m'a un peu chicoté. Mais pas assez pour me faire dire que j'ai pas aimé Raw parce que Raw, on the whole, c'était vraiment écœurant pour vrai. Là. Il n'y a pas eu beaucoup de blabla. Il y a eu une couple de promos. Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu Rollins, il y a eu Edge. Sinon, à part de ça, il n'y a pas eu. Ça a quasiment été match, quasiment tout le temps. Puis tous les matchs, il n'y a pas un match sur la carte de Raw qui était vraiment. Qui était genre juste moyen. Tout était très bon à très bon. Fait que j'ai pas rien à chialer. Puis le tournoi US que tu as parlé, évidemment, ben, avec Ciampa qui a gagné. En fond, il y a eu deux combats triple threat. Il y avait Ali Ziggler, puis Ali, Miz et Styles. Avec Styles qui a gagné. Avec le 450 en Styles Clash qui était écœurant. Pour vrai, aller voir si tu l'avais pas vu. Mais oui. Puis dans l'autre combat, c'était. C'est vrai. Dolph Ziggler, Ciampa et. Chouch! Chad Gable, puis ça finit avec évidemment Ciampa qui a gagné. Fait que les deux gagnants de ce combat-là s'affrontaient avant le main event pour savoir qui était pour l'aspirant numéro au titre de Lashley. Puis c'est Ciampa qui a gagné avec un peu d'aide de The Miz. Fait que semaine prochaine à Raw, c'est Bobby Lashley contre Ciampa pour le titre US. Puis sais-tu où le Raw la semaine prochaine? Au hometown de Ciampa? Non. Au hometown de Lashley? Non, au hometown de Johnny Gargano à Cleveland. Puis Ciampa, Ciampa avec The Miz, mettons Ciampa il perd, puis The Miz, il décœure ou whatever, puis t'es pas bon, puis l'autre il crisse une shot ou whatever, puis Gargano vient pour le safe, puis ils font DIY peut-être, contre les Usos éventuellement. On parle de tag team crédible pour les affronter. Pourquoi pas? Là, je spécule, là. Je dis ça comme pour le fun. Là. Je pense pas que ça va arriver, là, parce que Gargano, je pense pas qu'il va revenir tout de suite s'il revient. Là. Non, mais oui, j'aime l'idée, mais je pense qu'à long terme, laisser Ciampa avec Miz, je pense qu'à long terme, ça va le builder fort parce que personne aime de Miz. Ouais, mais justement, moi, je veux l'avoir le plus loin possible de Miz au plus sacrant. Là.
je sais que du monde. Tu sais, je trouve ça cool un peu qu'ils matchent leur outfit ensemble, leur gear. Là. Non, je sais que ça ne fait pas, là, mais. Moi, voir The Miz du Ciampa comme Eater The Miz, là, non, moi, non. Ma question pour toi. Oui. Est-ce que Ciampa bat Lashley pour le titre US ou Non, tu pas laisses. encore. Non, parfait. Non, je suis 100% d'accord. Pas une question de laisser sur Lashley parce que c'est Lashley, mais je pense que c'est un bon showcase pour Ciampa. Je lui donnerais le plus possible dans le match, mais je laisserais Lashley champion parce que Lashley comme champion US, je trouve que ça fait bien du sens. Puis il veut faire le champion qui take on all comers. Fait que je trouve que c'est bon pour lui, puis je garderai ça comme ça. Je suis d'accord parce que, tu sais, le statement est déjà fait avec Ciampa. Tu vas le montrer le plus souvent possible. Moi, je pense que The Miz puis lui, ça va durer peut-être 1 mois, 2 mois, peut-être 3. Mais à long terme, c'est sûr que ça ne durera pas. Non, moi aussi, je suis d'accord. Tu showcases le plus possible. Tu n'as pas besoin de lui donner de belt. Oui, c'est sûr que ça aide d'avoir une belt, mais moi, je pense que tout donner tout de suite, ça n'améliorera pas les choses. Je pense qu'il est déjà en train de bien le builder. Puis là, tu vois que Triple H, il s'est occupé de ses filles cette semaine. Il a mis les femmes en avant-plan. Très bonne décision. Parce qu'ils ont des très bonnes lutteuses à WWE. Si on veut une force que AEW n'ont pas, c'est ça. Puis le titre US. Puis j'espère qu'il va faire de même avec le titre intercontinental. Puis j'ai super hâte de voir qu'est-ce que Kevin Owens va faire. Parce qu'on a vu des promos de Kevin Owens à SummerSlam. Deux fois, dans le pre-show puis dans le main show. On ne l'a pas vu à Raw depuis 2 semaines, je pense. Ouais. Fait que est-ce que il va arriver comme un cheveu sur sa soupe, puis qu'est-ce qu'il va faire? Il va-tu aller challenger Bobby Lashley pour la US? Tu sais, je veux dire, je sais pas. D'ailleurs, c'est drôle parce que Owens avait dit qu'il détestait ça, se battre contre Lashley parce que Lashley fait ça fort. Ouais. Puis j'espère que ça va être ça main event de Raw la semaine prochaine, là, qu'on va pour la US avec les deux, Lashley et Ciampa, que ça va être ça main event, pas d'autre chose. Là. Surtout, puis j'ai mis aussi la vidéo qu'ils ont faite avant avec JBL qui parlait. Là, c'est ça qui. D'affaires de même, ça a l'air minime là, pour le monde. Là. Mais quand tu mets une vidéo même qui montre que quelque chose est important, ben, ça fait. Puis en plus, tu fais un gros tournoi pendant la même soirée, puis tout le monde veut le gagner. Là. Ça montre vraiment que c'est quelque chose qui va à peine être gagné. Puis c'est ça qu'il faut pour une ceinture. Surtout les ceintures plus basses. Là. Mais tu sais, là, on va en parler, mais il y a 1000 personnes qui l'ont parlé avant nous autres dans plein de podcasts. C'est que maintenant, ils care about the history. Dans le fond, ils parlent de leur histoire. Tu sais, je veux dire, avant, souvent, tu n'entendais plus parler des anciens champions. Tu sais, juste dans le main event, ils parlaient de San Martino, de Backlund, tout ça. Dans le tournoi US, la vidéo que tu as montré, ils montraient tous les anciens champions US. Booker T, je pense qu'il était là-dedans aussi. Tu sais. Oui, il a fait des commentaires, Booker T aussi. C'est ça. Fait, c'est important, ça. Puis moi, c'est l'affaire que j'aime, c'est que le Rumble, ramenez-moi le traditionnel King of the Ring en pay-per-view, s'il vous plaît. Vous avez des lutteurs là, remplis de talent. Écoute, non, il faut faire de quoi. Puis j'ai lu quelque part que sur les internets, puis je trouve que c'est pas une mauvaise idée, pour les Survivor Series, peut-être ramener les War Games. Ben, je pense que si Triple H il run comme qu'il veut, ça va arriver, c'est sûr, là, pas mal. Tu penses? Ouais. Ben là, oui, là, logiquement. Puis je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait savoir ça en mainstream, en pay-per-view. Là. Fait que non, ce serait vraiment le fun. En tout cas. Ouais. Fait que là, on a un peu divagué de SummerSlam, mais après ça, évidemment, Liv Morgan contre Ronda Rousey, comme je t'ai dit, un finish que je n'ai pas apprécié tant que ça, même si je le comprends, évidemment. Là. WWE, souvent, des fois, j'aime pas les finishes, mais je comprends un peu ce qui va s'en aller avec ça. Mais il y a un point que je veux que tu me dises dans ce match-là, parce que tu m'en as parlé en texto, puis je trouve ça intéressant, parce que je ne l'ai pas entendu nulle part d'autre ailleurs, c'est que beaucoup voient Ronda Rousey comme un heel turn. Moi, je te l'ai dit, mais toi, tu m'as amené un point intéressant. Vas-y donc avec le point que tu m'as amené. Oui, mais dans le temps, je ne sais pas si vous vous rappelez de lutteur, je vous en rappelez, c'est sûr. Surtout qui écoutent le podcast, parce que c'est beaucoup rétro qu'on fait. Là. Mais Ken Shamrock, c'était babyface, lui aussi. Puis quand ça allait pas comme qu'il voulait, ben, il suplexait les arbitres, il frappait il snappait. Il snappait, il frappait tout le monde. Fait qu'elle a fait pareil. Regarde, elle pensait qu'elle avait gagné le combat. L'autre, elle l'a tapé, elle a senti taper. Fait qu'elle pensait qu'elle avait gagné.
Fait que le fait qu'elle a pas qu'elle a eu ce qu'elle voulait, dans le sens, mais qu'elle a pensé avoir gagné, puis il dit finalement, non, on t'a compté les épaules de 3, ben, ça fait qu'elle a snappé. Pareil comme Ken Shamrock faisait, là. Quand The Rock, il screwait, puis il était dans tabarnak, ça ne dérangeait pas que Tim White ou Ledner soient dans le chemin. Il faisait l'ankle lock ou il faisait une souplex. Ça ne dérangeait pas. Ouais. Puis moi, j'aime bien ce point-là parce que c'est pas faux. Puis on regarde Shamrock, on regarde Ronda Rousey. 2 personnes qui viennent de l'UFC. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas. J'haïs pas ça. Fait que tu arrêtes de dire que je suis seul qui a fait ce point-là? Ben moi, j'ai pas entendu ça ailleurs. Là. Parfait. J'en ai évité en 2 phases de métal. non, mais c'est un bon point que tu amènes. Des fois, tu dis des bonnes affaires, j'aime ça. Des fois, c'est pas généreux, ça, des fois. Bon. Est-ce qu'on est rendu au main event? Ben, tu dois rajouter sur, évidemment, Morgan toujours championne. Là. Je sais pas ce qui va arriver les prochaines semaines, mais c'est bon. Mais là, ben, OK, je vais rajouter un point. Non, je rajouterai rien ce soir. On va attendre. Parfait. On va attendre, ouais. Et main event, Reigns avec Lesnar dans le Last Man Standing. Wow! C'est sur les lèvres de tout le monde, là, le spot, le fameux spot là, avec le genre de forklift que Brock, en tracteur, qui a amené au ring. Puis wow, on le voit là-dessus là, sur YouTube. Ben, je ne sais pas si tu as vu ça, après ça, il a lancé le micro à Reigns maintenant. Ouais, avec le petit clin d'œil quand il l'a pogné. Ouais, il est tellement cool. L'autre qui a montré, ouais. Ouais. Le pire, c'est que je sais que Brock puis Reigns, je suis sûr que c'est des grands chums. Là. Peut-être pas à l'extérieur. Là. Ils se respectent beaucoup. Ouais, je suis sûr qu'ils se respectent beaucoup puis qu'ils ont vraiment du fun à travailler ensemble. Là. Évidemment, à force de faire 10 matchs contre quelqu'un qui est bon en plus, tu vas finir par l'aimer et worker contre lui. Là. Mais ce match-là se rapprochait le plus du Brock Lesnar qu'on a connu dans ces belles années. Pas parce que le match était... là, je parle pas des matchs contre Angle, évidemment, là, dans le temps qui était excellent, mais un plus long match, des spots différents que juste un spur d'embarcade. Ouais. Il y avait plein de petites affaires. Puis, tu sais, les comptes de 9, puis se relevaient. Tu sais, il y avait un build au match. Puis, en plus, avec Lesnar qui avait quitté SmackDown backstage puis qui est revenu avant le show, tout ça faisait que comment Lesnar va travailler le combat? Est-ce qu'il va s'en foutre un peu à la WrestleMania 20 contre Goldberg ou c'est WrestleMania 20 contre Goldberg, c'est ça? Ouais. Puis où il avait l'air de se foutre complètement du match, tu sais. Fait il y avait comme il y avait quelque chose autour, un aura un peu autour de ce match-là, puis ils ont fait des trucs, comme tu as dit, qu'ils n'ont jamais fait avant avec le tracteur. On va le voir là, sur YouTube, là, ils lèvent le ring. Roman qui est dans le coin, qui tombe complètement en bas du ring. Ouais. L'image est spectaculaire. Là, ben oui, c'est fou. Là. Mais c'était dangereux aussi en même temps. Là. Il y avait des fans pas loin. Là. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire il aurait dû flipper le ring sur Reigns. Ouais, mais c'est parce qu'il y a quand même du monde autour. En arrière des commentateurs, il y a du monde là, qui arrête le show. Ouais, puis on n'en a pas parlé aussi, là, parce qu'on a parlé de beaucoup de changements depuis que Triple H est en poste, mais les commentateurs, je ne sais pas pour toi, mais Michael Cole était quand même méchant de bad job à SummerSlam. Là. Même à Raw, c'était divertissant au bout. Là. Il avait l'air plus passionné que d'habitude qu'avant, que c'était robotique au bout avec les catchphrases et les vintage. Là. Mais non, puis évidemment, le finish était quand même bien, là, pour vrai. Là. Ça a vraiment tout pris vraiment pour que Brock reste à terre. Là. Ça a pris... il a donné un coup de dab, il a tout mis les affaires sur Brock, comme on voit sur YouTube. Là, il a mis la table commentateur, il a mis la chaise, les steps. Moi, j'aime que, je sais pas si c'est Jimmy ou Jay qu'on voit dans l'image, là, c'est que le match est déjà fini, puis lui, il arrive avec ses escaliers, puis il est pitch pareil. Ouais. Le match, il est comme... l'escalier fait genre... Ça va au bord. Puis quand ils ont essayé de flipper à la table des commentateurs aussi, ils ont eu de la misère au bout. Là. Ouais. Fait que sinon, puis je dirais même jusqu'à dire que je pense que de tous les matchs Reigns contre Lesnar, je pense que c'était le meilleur. Ouais. Puis moi, je sais qu'il y a eu plusieurs bons matchs dans la soirée, mais moi, c'est mon match de la soirée. Parce que, premièrement, je ne voulais pas voir ce match-là. Deuxièmement, je savais déjà le finish, dans le sens que Lesnar aurait pu gagner, mais ça m'aurait surpris pas à peu près. Fait que déjà, tu sais le gagnant, tu t'attends à un match comme que tu as vu plein de fois qui font tout le temps la même chose, puis qui te sortent un match comme ça. Je suis désolé, mais niveau intensité, peut-être pas, je ne parle pas d'un match technique à la Utah contre
puis Garcia à Ring of Honor, là, ben, tu sais, je veux dire, l'ambiance du match, le build du match, puis évidemment, Roman Reigns qui est un des meilleurs champions, non, le meilleur champion moderne de tous les temps. C'est la photo de Vince encore? Non, je ne l'ai plus. Ouais, me semble, ouais. Fait que Roman Reigns, écoute, après ce jour-là, il était rendu à 700 jours champion. Son plus proche, je pense que c'est Pedro Morales avec 1028. Après ça, tu as Bruno Sammartino, tu as Bob Backlund, tu as Hogan. Ça, évidemment, je ne pense pas qu'il va y rattraper. Hogan était à 1400. Le plus proche, Morales, c'était à 1028. Mais même 1028, c'est après WrestleMania. Moi, je pense qu'il va perdre d'ici là. Commence à draguer un peu. Là. Je pense pas. Moi, je trouve pas. Mais là, pourquoi tu trouves pas que ça drague? Il affronte tant le même lutteur, puis c'est le même résultat, les Usos viennent l'aider, puis il gagne. Je vois pas qu'est-ce que tu es passionnant dans ça. Là. Puis il ne va pas me dire qu'il parle. Puis il ne va pas me dire qu'il est bon dans les promos, c'est tout pas les mêmes qui parlent pour lui. Oui, mais il dit des trucs, tu sais, je veux dire, ce qu'il dégage, de la façon que son personnage est. Le seul point négatif, c'est que les Usos sont tout le temps là, mais. Puis en plus, tu le sais que Roman Reigns, c'est un gars qui care about the business. Mais c'est ça l'affaire que tu dis, il est cool. Ben c'est ça, mais il est cool. Il n'est pas censé être cool. C'est un heel. Il devrait pas. Là, on dirait qu'il essaie de le tourner babyface. C'est pas ça qu'il faut qu'il fasse. Là. Mais non, mais il est cool, Roman Reigns. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, il est cool, mais il essaie comme d'être trop cool. Fait que ça fait paraître que le monde, il est cool, il gagne tout le temps, on va l'aimer. C'est pas ça que c'est l'effet contraire, c'est que le monde le déteste. Puis il n'y a personne qui le déteste tant que ça, Roman Reigns. Là. Ben en fait, je te dirais que quand il est tourné heel, tout le monde l'aimait. Parce qu'il était rendu heel et qu'il devait être heel. Avant, tout le monde laissait. Il est rendu heel, mettons. Ouais. Fait que là, tout le monde était content. Tout le monde fait comme, oh, avec Heyman, ouais, Reigns, le petit build-up avec les Usos. Puis là, je pense qu'on est rendu au point que quand on le mettait dans la gorge avec quand il était face, qu'il gagnait tout le temps. Là. Ouais. Sauf que là, il est heel. Fait que ça fait du sens. Fait que là, c'est encore plus frustrant. Moi, je pense que tu dois builder ça encore. Ça fait 700 jours encore, calme-toi. Ah, puis en passant, tu chiales souvent, là, c'est 28 défenses de titre. En 700 jours. C'est combien 700 jours? C'est quoi? Ouais, c'est ça. Mais bref, puis ce qu'on m'a dit. C'est 365 jours par année, ça va faire 2 ans dans pas long. Je sais compter le nombre de jours dans l'année, quand même. Là. Parfait. Oui, puis évidemment, après ça, on a eu, à Raw le lendemain de SummerSlam, il y a Rollins qui a parlé un peu de Reigns. On a vu ça dans sa promo. Ouais. Comme quoi, avec Casseur qui s'est débarrassé de Riddle, puis il peut passer juste à Roman Reigns. Fait qu'évidemment, ils sont battus au Rumble cette année, qu'on a eu un bon match, mais qui a laissé le monde un peu déçu. Là. Puis non, puis évidemment, la première défense de titre pour Roman Reigns, c'était à Clash at the Castle, là, dans le 2-3 octobre, je pense, ça va? Septembre, ouais. Puis non, contre Drew McIntyre, l'aspirant numéro 1. Et tu penses. Non, je sais que tu vas me dire non. Là. Vous êtes naïf. Tout le monde pense que l'autre va gagner parce qu'il est chez eux. Il ne gagnera pas. Il ne gagnera pas. You want to bet? Oui. Combien? Ben là, pas d'argent, je pense. Mais de quoi avoir ou un lunch, je sais pas. OK, un monster. Un gourou, excuse. Un gourou, ouais. Les deux, c'est pas grave, là. OK, parfait. Non, ça n'a aucune chance. OK, parfait. Si ça aurait été vite, je t'aurais dit aucune chance parce qu'ils gagnent dans leur hometown ou presque, mais avec Triple H, je suis pas sûr. Faut pas que tu oublies que Triple H, c'est lui qui a buildé Reigns aussi. Hein. Oui. Il l'a aidé. Ouais, mais ça reste que c'est Vince qui a le mot final. Il n'y a personne qui va chialer backstage ou nulle part que Reigns est au top. Là. Il mérite d'être là. J'ai jamais dit que mon chialerait. Je te parle pas à l'interne, je te parle de mon feeling à moi là-dessus. Puis en tout cas, tu as le droit, mais moi, Drew, pour moi, c'est. Il a eu sa chance. Continue à le mettre au top, mais je ne veux plus le voir champion. Moi, je trouve qu'il a eu sa chance, oui, mais il a eu sa chance dans la pandémie parce qu'il n'y avait pas un chat dans la foule. Oui, je donnerais la chance devant le monde. Là. En plus, c'est pas comme s'il était pauvre pantoute. Là. Fait que, on verra. Puis, je sais que tu as dit tantôt que ton match à la night, c'était Roman Reigns contre Brock, mais
Sinon, moi, je te dirais que les 3 matchs, là, on fait ça souvent à ça. On va faire plus souvent ça à ça, nos 2-3 matchs préférés de la carte. Mais moi, je te dirais que, évidemment, l'opener avec Becky Lynch contre Beller, surtout avec la blessure de Beller, de Becky Lynch genre au début du match ou presque. Il y a une pause séparée. Puis Reigns, évidemment, contre Lesnar. Puis mon 3e match, je te dirais Logan Paul contre celui que je ne me rappelle plus c'est qui déjà. Qui s'est battu? Un des meilleurs de la business, de Miz, oui. Ouais, c'est ça, de Miz, ouais. Puis ouais, fait que je te dirais que c'est ces 3 matchs-là que j'ai mis le plus dans la carte de SummerSlam. Je suis pas mal à la même place que toi là-dessus. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que bon SummerSlam. Puis je sais que je t'avais parlé, toi, que tu avais une stat spéciale pour SummerSlam 2022. Mais le show a duré 3h39, 37 secondes. Et là-dessus, il y a 1h36 minutes et 46 secondes de match d'action de lutte bell to bell pour 44,1% du show. Puis, en titre de comparaison, là, le match time overall, le pourcentage est des 132 pay-per-views depuis 2013 de 53,6%. Fait qu'ils ont été en bas de l'average depuis 2013, mais ça n'a pas paru tant que ça, je trouve. Fait que, regarde, un show de 3h et 3h40 avec 1h36 de lutte, je pense que c'est respectable. Ouais, puis c'est pas parfait encore. Là. Il y a des petites affaires qui me gossent encore, mais ça va prendre du temps, je pense. On peut pas tout changer non plus d'une shot. C'est pas un jeu vidéo. Ouais. Mais juste le fait d'écouter un pay-per-view ou un PLE, excusez, je me suis trompé pour WWE, un PLE. Juste d'écouter un show de la WWE tout court, puis de dire hey, à soir, j'ai hâte, peut-être qu'il va se passer quelque chose. Ça fait longtemps là, que c'est pas arrivé. Ben là. oui. Bref, bien content. J'ai eu du fun d'ouvrir Raw cette semaine, moi, pour vrai, là. Ouais, moi aussi. Je me suis endormi, mais ça, c'est un autre détail. Ouais. Puis Reigns aussi, il a quand même lutté 22 minutes, là, fait que c'est rare les matchs, pas Reigns, mais Lesnar, je veux dire. Là. Ouais. C'est un de ses grands matchs, fait que évidemment, Lesnar, c'est pas reconnu, surtout après son second run. Là. C'est pas été reconnu pour le gars qui fait les matchs les plus longs, mais 22 minutes 55, c'est plus que respectable pour un gars comme Brock. Là. Puis c'est encore loin, là, mais parenthèse, Brock est sur le poster de Day One au mois de janvier. Donc, d'accord. Ben, c'est vrai que c'est encore loin. Ouais, 5 mois avec Brock, ça peut changer vite. Ouais. Sinon, on parlait de SummerSlam. Si tu veux parler de nos meilleurs matchs. Ben oui, mais en fond, c'était ton idée, dans le fond. C'est pas vraiment moi. Ouais, c'était mon idée. Top 5. J'ai écouté beaucoup. On a fait des reviews de SummerSlam rétro, mais entre ça aussi, il y a beaucoup de moments qui pop, évidemment. À chaque fois que c'est des gros shows, il y a des moments qui pop un peu partout. Puis je me suis dit, nos matchs mémorables un peu de SummerSlam. Top 5, moi, c'est plus un peu un mélange de tout ça. Là. J'ai pas de top particulier, mais je vais t'en nommer 5. OK. Puis je vais te laisser après y aller. Là. Je vais y aller en premier parce que, comme je te dis, moi, c'est moins. C'est plus comme ce qui m'a marqué. Puis c'est ça. Donc, je mets pas d'ordre dans mes matchs, mais un match qui m'a vraiment beaucoup marqué, Bret Hart contre Owen Hart. Le cage match à SummerSlam, moi, c'est un des matchs qui m'a le plus marqué ever. Je m'en souviens encore très, très bien. Puis, j'avais adoré ce match-là. Fait que, évidemment, si vous n'avez pas vu ce match-là, évidemment, un match de Bret Hart en partant, ça va être bon. Owen Hart ne donne pas sa place. Non. Sinon, pas le choix de dire encore Bret Hart. Bret Hart contre le Bulldog à SummerSlam. En plus, après avoir écouté le podcast avec Bret, puis de la façon qu'il parlait du match, comment il voulait que ça se déroule, puis tout le déroulé pour se rendre à ça, ça n'a pas été facile parce que le Bulldog, mettons qu'il était... Ouais, il était moins focus que Bret, mettons. Il n'était pas à la même place. I'm fucked. Ouais. Un autre match, que c'est un match historique, le premier TLC à SummerSlam avec les Dudleys, Hardys puis Edge and Christian. Tu peux arrêter de dire SummerSlam, c'est tout SummerSlam, OK? Ouais, SummerSlam, excuse. À SummerSlam. Drum roll. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était Écoute, ça a révolutionné le genre. Ça a eu un pay-per-view. Dans le temps, c'était un pay-per-view, c'était pas un PLE. Ça a eu un pay-per-view à son nom. On sait que ils ont même fait un tag sur ce show-là. Dans le fond, il n'y a personne qui a le droit d'utiliser, je pense, ce terme-là, sauf WWE. Là.
Ils ont mis le tag là-dessus. Fait que TLC, ça a été. Il y en a eu à Mania après, il y en a eu à Pelleté, il y a eu des singles match TLC. Fait que c'est un match révolutionnaire. C'était puis 3 des meilleures équipes ever dans cette era-là, puis ever tout court aussi. Sinon, c'est quoi? 3. Il y a 2 matchs particulièrement pour l'histoire que j'ai aimé voir. Puis ça se passe dans le même show. C'est Brock contre Rock en 2002. Je trouve que c'est un match, c'est un changement de garde. Brock qui commence sa domination en WWE. Puis dans le même show, moi, c'est un match qui est venu me chercher beaucoup. C'est Triple H contre Shawn Michaels, évidemment, le Street Fight, le retour de Shawn Michaels. Ça, c'était un match fou. On pensait pas revoir Shawn Michaels lutter. Fait que, puis sa second run à Shawn Michaels, c'est un peu ça qui a sauvé le reste de sa carrière. Puis des fois, c'est peut-être ça qu'on fait comme peut-être qu'il passe avant Brett ou tu sais, ou il est proche de Brett. Fait que tu sais, je pense que ça a sauvé sa carrière. S'il n'y avait pas eu sa deuxième run, je pense pas qu'on est à la même place. Non, vraiment pas. Puis là, les autres matchs, ben tu sais, on l'a fait beaucoup dans les Retro Review aussi. On l'a fait en 89-93. Le match avec Rick Martel puis les frères Rougeau contre Tito puis les Rockers. Je trouve que c'est un sacré bon match. Puis c'est sûr que quand tu réécoutes les matchs par après, c'est comme ouais, ok, ce match-là. Fait que tu sais, en gros, c'est ça. Fait que Brett 2 fois, TLC, le SummerSlam 2002, puis ce Six-Man Tag-là, c'est des gros matchs pour moi. OK. Moi, dans le fond, j'ai un top 5, puis j'ai deux mentions honorables. Oh! Et les mentions honorables, il y en a une qui va te surprendre là-dedans, qui n'est pas dans mon top 5, mais c'est un match que tu as mentionné tantôt. En 94, le combat de cage avec Brett et Owen. Ouais. Ouais, puis c'est pas dans mon top 5, même si, évidemment, mention honorable, c'est quasiment 6-7, là, on s'entend. Ah ouais. Mais non, quoi dire le plus sur ce match-là? Pas mal le meilleur cage match, à mon avis. Cage match, là, je veux dire. Là. Le meilleur, oui. Ouais. Puis, que je te dirais ça. Puis, mon deuxième mention honorable, moi, je te dirais un match SummerSlam 95 avec Razor Ramon contre Shawn Michaels dans le combat d'échelle, le rematch. Ouais, c'est vrai, ben oui. Vraiment un nasty bon match pour vrai, là, sans joke. Là. Meilleur que WrestleMania 10, là. Sans aucun doute. Mais la seule affaire, c'est que WrestleMania 10, c'est plus gros. Là, fait que c'était le premier aussi. Fait que quand c'est le premier, c'est tout le temps plus beau, plus gros. Là. Le deuxième. Ouais, le deuxième est meilleur. Non mais c'est le deuxième dans le match. Je veux dire, ouais, je sais, premier pay-per-view, mais c'est pas de me mélanger avec mes mots. Là. Brett, il l'a dit. Premier ladder match, c'est lui contre Shawn. Ouais, même si c'est pas lui contre Shawn. La WWE, oui, mais sinon, il l'a fait ailleurs à Stampede contre Bad News Brown. Oh! Oui. Bad News Allen à l'époque. Puis ouais, fait que c'est mes mentions honorables, c'est ça. En 5e position, en 2013, j'ai un match que je sais pas si tu l'as oublié ou tu. Parce qu'il y a un des gars là-dedans que je sais que tu l'aimes pas beaucoup. Là. En 2013, c'était pas Cena contre Bryan, ça, 2013? Non, c'est 2014, je pense. Ouais, ok. Avec Triple H comme arbitre spécial, hein? Ouais. Avec le Cash and Dorton après, oui, évidemment. Ouais. Non, c'est Lesnar contre Punk. J'ai pris il était bon ce match-là. Ouais, j'ai pris la peine de le réécouter cette semaine, puis c'est vraiment c'est vraiment le classique Battle of David contre Goliath, là, avec Punk qui était évidemment l'underdog, même si il reste qu'il est contre Brock Lesnar. Fait que je te dirais ça. 4e position, j'ai en 2016 John Cena contre AJ Styles, quand AJ Styles a battu Cena clean. Mm-hmm. Et après ça, en 3e position, j'ai le TLC de SummerSlam 2000. Tu vois, j'ai dit SummerSlam moi avec encore. Ouais. TLC en 2000. Le premier. Oui. Hardy's de Lee's Agent Christian, vraiment une des plus grosses rivalités en tag team de l'histoire. 2e position, j'ai le combat de 2002. Shawn contre Triple H, évidemment, avec l'histoire du match et le match en tant que tel, puis l'aftermath aussi, puis évidemment le comeback de Shawn, on s'entend. It was you, Hunter. Ouais. You're damn right I did. Et première position, pas un secret pour personne, un match de Bret Hart. Et Bret Hart Bulldog à 192, vraiment, là, c'est
C'était ça coche, surtout quand on sait l'histoire du match avec Davey Boy qui était Amfucht, puis l'autre qui l'a mis, qui l'a dit de A à Z 3-4 fois le match, quoi faire step par step, puis vraiment un très bon match. En plus, le plus beau setting, là, vraiment pay-per-view SummerSlam de l'histoire là, à Wembley Stadium avec la foule pactée, c'était vraiment, vraiment beau. Puis c'était dans le hometown de Bulldog, je pense, non? Ben oui, en plus. Tous les ingrédients étaient là pour faire un bon match. Puis même si un des deux qui était intoxiqué, il y avait beaucoup de misère, ben, ça donnait un très, très bon match. Un vrai chef-d'œuvre pour eux. Ouais. Puis Brett l'a dit dans le podcast que lui, il avait ce match-là dans la tête depuis des mois. Oui. Puis parce qu'au début, c'était censé être contre Sean, le match. Combat d'échelle? Oui. Puis il trouvait que ça faisait plus de sens de le faire contre le Bulldog vu que c'était dans cette place-là, en fait. Là. Ben, je sais pas si c'est ça ou c'est le fait que c'était censé être un combat d'échelle avec Sean puis Bret Hart, mais c'était pas à Wembley Stadium au début, c'était à Washington, D.C. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils ont changé le setting, fait qu'il a dit, bon, ben, tant qu'à faire un match contre Sean là-bas, on se met à prendre Davey Boy puis mettre ça devant sa foule puis rajouter un élément plus au combat, fait que c'est vraiment qu'ils ont fait ça, fait que un bon flash quand même pour vrai, puis Davey Boy, oui, évidemment, après ça, il n'a pas gardé la belt longtemps, puis il était pincé pour des stéroïdes, mais c'est un tueur solide qui méritait sa chance. Là. Ouais, puis, tu sais, Brett était beaucoup over là-bas. Puis Brett, en Europe, il était quasiment plus over qu'en Amérique du Nord. Fait que... Un dieu. Oui, exactement. Apparemment, les femmes se jetaient devant lui. Je ferai pas de joke là-dessus. On va passer au prochain. C'est quoi la prochaine affaire? Le prochain segment du podcast, ben, c'est un quiz! Et un quiz en solo pour toi, mon cher compagnon. Solo! Et évidemment, j'ai fait de quoi de très intelligent. J'ai fait un quiz. 5 questions Ric Flair et 5 questions SummerSlam. OK. Au moins, tu n'as pas fait les 10 questions avec un SummerSlam après l'autre. SummerSlam 2002. Même SummerSlam. Et au même SummerSlam. On salue Dave. On taquine. Ouais. Es-tu prêt? Non, mais vu que j'ai d'autres choses à faire, je vais dire oui. J'ai dit, es-tu prêt? Tu mérites même pas de dire cette phrase-là. Ben, je l'ai dit en français parce qu'en anglais, le gars qui le dit pas bon. Bref, socket. Question numéro 1. OK. Qui détient le plus de défaites à SummerSlam avec 9? J'ai pas de choix de réponse. Non, sinon j'aurais dit. Je vais dire... Non, c'est pas lui. Attends un peu. Je vais dire... John Cena. C'est une bonne réponse. Félicitations. J'aurais pas dû dire 9. Comme ça, tu n'aurais pas eu... Ben oui, John Cena avec 9 défaites à SummerSlam, je pense que ça fait chez 5-9, je pense. Enfin, quand même. Ouais. Question numéro 2. Avant ta question, oui. Cena contre Batista, c'était à SummerSlam avec le Powerbomb quand il s'est blessé. Là. Quand il a attrapé du top rope pour faire ça avec drop. Là. C'était pas à Mania, ça? Quand il s'est blessé? Je pense que c'était à Mania. On checkera, voir. À moins que c'était à SummerSlam qui s'est blessé puis c'était à WrestleMania que c'est la revanche. Là. Ouais, je pense que c'est ça. En tout cas, bref. Ouais. Question numéro 2. Évidemment, Ric Flair, avant qu'il aille à TNA et qu'il fasse son dernier match la semaine passée, ben, il était contre Shawn Michaels de WrestleMania 24. Mais ma question est la suivante. Contre qui il a eu son dernier match en simple avant Shawn Michaels? Ouais, mais là, ça... Je n'ai pas d'indice, j'aurais peut-être dû t'en donner, mais c'est parce qu'il y a un nom là-dedans que si je te donne des indices, on va savoir tout de suite que c'est lui. Là. Okay. Mais c'est pas. Think outside the box un peu. Là. Ouais, c'est clair. Ouais. C'était en quelle année déjà? Sais-tu? 2008. Flair était face dans ce temps-là? Oui. Je sais pas si c'était en 2008. Je vais dire Chris Masters. Non, mauvaise réponse. La réponse était M. McMahon. Ah ouais? Dans un Street Fight à Raw le 17 mars 2008. Je me rappelle, il avait
il avait dit, il parlait du match contre Sean, il disait, qu'est-ce qui arriverait si ça serait pas Sean qui prendrait qui ferait perdre ta retraite? Ça va être moi qui va te faire prendre ta retraite. Je pense que chaque match, c'était pour la retraite, hein? Oui, c'est le career threatening match qu'il disait. Là. Ouais, ok, parfait. Ouais. Fait que, même le match juste avant ou juste après, je pense que c'était un combat 2 contre 4 dans une cage. C'est le career threatening match. C'est Shawn Michaels puis Ric Flair en équipe contre Zack Ryder, Kurt Hawkins, Edge, puis un autre gars d'eux autres, je pense. Chavo, je suis pas sûr. Je pense que c'est Chavo. Puis c'était un combat 4 contre 1 dans une cage. Puis c'était le combat de juste avant WrestleMania. Mais Masters, était-tu là en 2008 ou non? Ouais, je pense. OK. Ouais. Peut-être. Pas mal sûr que oui. OK. Mais je sais qu'à un moment donné, il est parti et il est revenu. Fait que je sais pas si. D'après moi, il était là, mais je pourrais me tromper. Okay. Bref, question numéro 3. À date, t'en as une sur 2. Et SummerSlam a été 3 fois à l'extérieur des États-Unis. Évidemment, 2 fois à Toronto et 1 fois en Angleterre. La question est la suivante. Peux-tu me nommer les années? Le nom qu'on a dit 15 fois tout tantôt. Là. Ouais, 92. Il faut juste que je me souvienne de l'année de l'autre. Je sais c'est. Je sais c'est. Ah non, attends. Attends un peu là. Je me suis trompé là-dessus. Man. Il y en a un là-dedans, il y avait un match Cena contre Edge, je pense. Je me trompe pas. À Toronto, non? Non, c'est Unforgiven, ça. OK. Ouais, OK. Parfait. Tu vois, ça part mal. 92. Une minute. Aïe. Je veux dire 92, 2005, puis 2015. Malheureusement, non, mais tu étais quand même proche. Là, 92, 2004. Celui avec Benoit contre Orton? Oui. C'était où? Toronto? Oui. Ah, ouais. Oui, Toronto, avec aussi l'affaire de JBL, là, avec la limo qui a fait manger un chokeslam de Taker, puis il y avait un gars qui était sur le top, puis il sautait dessus. Là. Ouais, il y avait Edge qui luttait dans son hometown, puis le monde le huait. C'est vrai. Avec Batista et Jericho. Je me souviens, est-ce qu'on a écouté le pay-per-view, par exemple? Oui, au cinéma, j'imagine. Non. Ah, c'est Mike Gibson. OK. Ça me dit rien avant tout. C'est très possible. Et l'autre, c'est 2019. Avec, entre autres, Trish contre Charlotte Flair. Regarde, c'est ce que tu veux faire. Moi, tu en as eu un sur 3, c'est pas si pire. 2005, c'est Hogan contre Shawn, fait que c'était pas Toronto. Ouais. C'était à Washington. DC. Ouais. Et question numéro 4. Un choix de réponse. Oh, yes. Contre lequel de ces lutteurs Ric Flair n'a-t-il jamais gagné le titre mondial? Est-ce que c'est A. Kerry Von Erich, B. Ronnie Garvin, C. Ricky Steamboat ou D. Vader? Ricky Steamboat. Et c'est une bonne réponse. Ricky Steamboat. Je pensais que c'était pour peut-être penser à Ronnie Garvin, mais non. Parfait. Oh, là, les 2 prochaines questions, je pense que tu vas les aimer. Tu les aimeras pas. Dans l'histoire de SummerSlam, d'après notre grand ami et connaisseur de lutte hors pair, Dave Meltzer, combien de matchs de l'histoire de SummerSlam ont eu 5 étoiles? D'après lui. Oui, c'est ça. Comme s'il savait c'était quoi se donner 5 étoiles à un Christ de match. C'est une question d'opinion, comme moi on fait. Commençant à donner des étoiles, moi, tu saurais, moi, il pitchait par la tête. OK. Bon. Combien de SummerSlam, c'est ça? Non, combien de matchs à l'histoire de SummerSlam ont été 5 étoiles? Il faut que j'essaie de penser comme Dave Meltzer, ça va être dur en esti. Parce que... La réponse va vous surprendre. Oui, probablement. Je vais y aller avec 7. Si, t'es loin de la traque en maudit. Oui. Dave Meltzer, dans l'histoire de SummerSlam, il y a un match qui a eu 5 étoiles.
C'est lequel? Bulldog Bret Hart? Non. Ben, Bret Hart est dedans, c'est le combat de cage. C'est le seulement le SummerSlam qui a dit qu'il y avait 5 étoiles. Méchant Fait que épais, ça. tantôt, il n'y avait pas 5 étoiles. Ouais, c'est ça. Puis il donne 5 étoiles à n'importe qui. Mais bon, c'est correct, regarde, c'est son opinion. Je la respecte, tu devrais aussi. Non, je respecte zéro cet homme. Non, ouais, c'est ça. Mais toi, la semaine prochaine, on aura un podcast Dave Meltzer! Ce serait drôle en crise. Question numéro 6. La même chose maintenant, mais pour l'histoire de Ric Flair, combien de fois a-t-il eu un match 5 star? Je vais dire 4. Je vais donner un indice, là. C'est beaucoup plus que l'histoire de SummerSlam. OK, mais je vais changer ma réponse. Je vais dire... Ouais. Je vais y aller avec 11. Oh! C'est très proche, 12. OK. Donc 4 contre Ricky Steamboat. Faut croire qu'il aimait ça. Ben, j'espère quoi. Y avait-tu un match contre Luger là-dedans, non? C'était des matchs. J'ai 4 matchs contre Luger, c'était juste ça. OK. Ouais. Après ça, 7, question numéro 7. Quel match a été le plus long de l'histoire de SummerSlam? J'ai des choix de réponse pour toi. Est-ce que c'est A, Bret contre Owen? C'est B, Team WWE contre Team Nexus en 2010? Est-ce que c'est C, Bret contre Taker à SummerSlam 97? Ou D, Taker contre Edge en 2008? Mais t'es long. Ouais, il avait été long ce match-là. J'hésite entre les deux matchs de cage, c'est peut-être pas ça, là, mais. Moi, Bret Owen, je l'avais trouvé long, mais bon. Mais je vais y aller avec Edge Taker. Et malheureusement, non. La mauvaise réponse, dans les 4 options que je t'ai données, c'est celui qui était le moins longtemps. Okay. J'ai marqué des tâches, je peux te dire. En 2008, Taker contre Edge était 26 minutes 43. Ça me rend pour toi aujourd'hui. Bret contre Taker en 87 était 28 minutes 10. Bret contre Owen était 32 minutes 22. Et le gagnant, avec 35 minutes 15, Team Nexus contre Team WWE en 2010. Ouais, le fameux match avec Cena qui mange à l'été sur le concrete floor, puis qui 2 minutes après, il fait le few aux 2 autres, puis il gagne. Bref. Fait que c'est ça. Okay. Question numéro 8 au show. Ric Flair a eu combien de titres, combien de règnes, pardon, en tant que champion des États-Unis? Est-ce que c'est A, 4, mais enfin, on va dire 4, 5, 6 ou 7? Je vais dire 5. Étais-tu dans les shows de réponse, 5? Oui, 4, 5, 6, 7, ouais. OK. 5, ouais. Malheureusement, non. Mauvaise réponse était 6. Rendu là, c'est des chiffres. Hein. Il y a des chiffres, ouais. C'est drôle. Tous tes quiz que tu fais, ils ont des chiffres dedans, c'est drôle. Bref, question 9. Ça, c'est quelque chose de vraiment différent des autres. Là. À SummerSlam 2000, dans quel type de match se sont affrontés Miss Kitty et Terry Runnels? Aïe, en plus, j'ai checké la carte tantôt, je pense. Voyons donc. Ouais, moi, des fois, là, ouais. pour le podcast, si vous saviez. Là. Ouais. Je pense que c'était dans un. Comment on appelle ça? C'est le premier qui frappait l'autre ses fesses avec une affaire de bois. Avec une, un paddle on a pole match? Non, c'est un spending. Paddle on a pole, ben oui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein? Ben non, c'est pas ça la bonne réponse, mais c'est ça le match, là, c'est paddle on a pole. Paddle on a pole, Non, c'était un stink face match. Ah. Ouais. J'ai déjà vu payer comme stipulation. Ouais. Ouais, c'est vrai. Dans la question d'hier, c'est complètement différente. Au Royal Rumble 92, dans la performance extraordinaire de Ric Flair dans le Rumble match, lequel de ces lutteurs Ric Flair n'a-t-il pas éliminé? Est-ce que c'est A, le Macho Man, B, le Big Boss Man, C, Virgil, D, le British Bulldog Davey Boy Smith, ou la cinquième option, Texas Tornado. OK, fait que t'avais Macho Man, Tornado, Virgil, c'est qui l'autre? Bossman puis Bulldog. J'ai 5 choix.
Aïe, aïe, aïe. Tu sais, je sais comme si ma vie en dépendait. Ouais, je prends ça à cœur. Je vais dire Bossman. Oh, non, malheureusement, c'était Virgil. Hey, c'était mon autre choix pour vrai. Ah ouais, je comprends. Anyways. Parce que tu as passé Jobber, ceux que Ric Flair l'a éliminé. Non, mais c'est parce que Tornado, Bulldog puis Macho Man, je me souviens. Parce que, tu sais, on l'a fait, évidemment, on l'a déjà reviewé ce show-là, puis 92, c'était un des bons, c'est un des meilleurs. Ouais. Puis, ouais, c'est ça. Fait que j'avais juste pas d'idée entre les deux autres, j'avais pas la vision d'avoir vu les deux autres éliminés. Mais Bossman, lui, c'est genre Ric Flair était sur le bord des cordes, Bossman, il a couru, puis il a juste baissé la corde, l'autre a par-dessus. Puis même quand il est tombé en bas du ring, sa tête est accrochée à la troisième corde en dessous. Ben, de toute façon, il était habitué de se faire suspendre. Avec Bossman, ouais, c'est vrai. D'autres personnes aussi, surtout Kama et Shawn Michaels à King of the Ring 95. Wow! Fait que c'était ça? Eh oui, c'était ça le quiz. Puis tu as eu combien de bonnes réponses sur 10? 2 ou 3. 2. C'est ça, juste 2? Ouais, 2, ouais. OK. Là, tu me fais douter, mais ouais, non. J'ai eu la première. Tu as eu Cena. Tu n'as pas eu la deuxième. Tu n'as pas eu la troisième. La quatrième, tu as eu Steamboat, ça, tu l'as eu. SummerSlam, Meltzer, les étoiles, tu ne l'as pas eu. 12 non plus, tu avais dit 11. Le plus long de l'histoire, tu avais dit Taker. Ric Flair, tu avais dit 5, c'était 6. Stingface, tu avais dit Palo on a pole match. Puis dernier, ça pas eu. OK, c'est ça. 2 sur 10. Puis je t'avais dit combien avant d'arriver en nombre? Je sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit si tu en avais 2, ça serait beau. Fait que voilà. Ben, oui, c'est beau. Je te connais, hein? OK. Fait que. Ah ouais, tu veux jouer à ça? La semaine prochaine, je t'en fais un juste pour toi. Parfait. C'est correct. Pourquoi je veux jouer à ça? C'est ça le but du podcast, de faire des quiz. J'en ai. OK. Mais c'est ça, la semaine prochaine, je te prépare un petit quiz tout seul. Tu vas voir que ça va chauffer. Pendant la semaine prochaine, là, moi, j'ai de quoi à te dire. Là. Ouais, vas-y. J'ai de quoi à dire là-dessus. Là. Bon, à ce que je te l'ai dit, je peux dire prochain review que la semaine prochaine qu'on fait, c'est In Your House, The Cold in Hell. Un show dégueulasse. Mais non, voyons donc, dis pas ça, c'est bon. Ah non, c'était pas dégueulasse, c'était juste plate, mais on va parler de ça. Regardez le poster, là. Ouais, là, ça, par exemple, j'allais dire, là, il est très beau, ça, là. Il n'y a rien d'extraordinaire dessus, mais je trouve vraiment beau le contraste de Austin avec le feu, puis avec le froid. Ouais. Fait que non. Puis la semaine d'après, on va pouvoir le dire, on revient avec une biographie. Une biographie de femme, une des meilleures managers de l'histoire, Sherri Martel. Oh! Avec cette longue et brillante carrière. Donc, on va parler de long en large de Sherri Martel. Ça va être bien plaisant. Ouais. Parlant de plaisant, évidemment, on est disponible en audio sur Radio Québec, Spotify et Apple Podcast, en vidéo aussi et même sur YouTube. Puis évidemment, sur les sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Puis évidemment, suivez nos chums de la LWA avec la belle promotion que j'ai dit au début du podcast. Fait qu'allez voir ça le 7 à 7h, puis la dédicace de Axe Demolition au Firehouse. Ouais. Puis pas de nous dire notre nom quand vous achetez un item à ces auctions pour avoir un cadeau bonus. Puis toutes sortes de faire bien le fun en passant. Sinon, pour ma part, merci TJ pour le podcast. Ça fut bien plaisant de parler de lutte moderne. On va en parler de plus en plus et bientôt, on va avoir un spécial AEW et Alex va venir faire son tour, ainsi que notre nouveau collaborateur que ça fait longtemps qu'on peut dire qu'il est nouveau et qui n'est pas venu. David Lausier sera là. On va parler exactement de AEW. Donc, je vous souhaite une merveilleuse semaine, chers amis, et on se revoit samedi prochain pour Cold Day in Hell. TJ? Cold Day in Hell, il fait chaud dehors. Fait que, l'été achève, hein, profitez-en. Il ne reste plus grand temps. Là. Après ça, on est l'automne après ça. Puis, bref, merci beaucoup d'avoir été au podcast, tout le monde. Merci, Marco. Ça fait plaisir. Évidemment, le mot de la fin me revient à moi comme toujours. Et mesdames, messieurs, n'oubliez pas, dans la vie, c'est pas facile, mais il faut toujours dire « On y va! »